Donc nous allons commencer. Nous avons trois intervenants, une intervenante et deux intervenants. Pour faire, comment on dit ça, le genre. Et, donc, voilà l'ordre d'intervention. Nous allons, dans un premier temps, passer la parole à Jean-Louis Correa, Université virtuelle du Sénégal. Alors lui, il va parler directement, entrer dans le vif du sujet, sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme et nouveaux fondements des sciences sociales dans le contexte africain. Il y aura en deuxième position Aurélie Doignon, de l'Université de Caen, Normandie, France. Alors, elle va nous entretenir sur une question de danse, c'est ça la danse. Je vais lire son titre que je vais sous les yeux. Les figures animales du spectacle spectaculaire. Voir le transhumanisme par le prisme animiste et artistique. Tout un programme. Et enfin, le troisième intervenant, c'est Georges Ayenga, Université de Chang, Cameroun, et qui a fait un très très long trajet. Lui sera le troisième intervenant. Alors, cette question du transhumanisme, je dois le dire, est effectivement intéressante parce que elle renvoie à toutes les problématiques, toutes les thématiques qui ont été à l'ordre des débats depuis que nous avons commencé. La problématique de l'état fragile, la problématique des inégalités et toutes ces problématiques, toutes ces thématiques renvoient à la question du transhumanisme en tant que possibilité ou presque utopie, mais une utopie qui est appelée à se réaliser, au sens où le transhumanisme est appelé à pallier les insuffisances de l'État fragile, nous amener à augmenter nos possibilités intellectuelles, possibilités physiques, possibilités, capacités dans tous les domaines. Et cela vise un horizon qui est l'horizon du post-humanisme, du post-humain. Alors je ne sais pas si cela, c'est le rêve de tout le monde, d'être plus humain, d'avoir un supplément de vie pour parler comme Sonny Labou-Tansi, la vie et demi, la vie plus un demi, augmenter la vie. Est-ce que cela ne comporte pas de risque ou bien est-ce que cela c'est un désir, un souhait qui nous intéresse, qui est au centre de nos préoccupations? La question des inégalités se pose effectivement en rapport avec le transhumanisme parce que on doit pouvoir répondre à la question qui doit pouvoir profiter, bénéficier de ces capacités supplémentaires, de ces aptitudes supplémentaires dans le cadre de nos États qui se sont révélés fragiles face à cette pandémie du Covid-19. Est-ce que c'est tout le monde ou il y aura ceux qui ont plus la possibilité ou plus le droit à cette vie et demie? Qui sont-ils? Comment se retrouvent, dans quels espaces sociaux se recrutent-ils? Est-ce que ce ne seront pas les mêmes qui vivent de l'État tel qu'il existe actuellement? Notamment, je parle des situations africaines, des pays, des sociétés africaines où les élites, les chefs vont faire leur check-off en Europe, au nord, et les chefs d'État ont tendance à aller mourir en Europe parce que les situations de prise en charge de leur précieuse santé
dans nos États, dans nos pays, sont plutôt difficiles et il semble ne pas très apprécier leur propre structure hospitalière, leur propre structure médicale. Donc, le fait de cette émigration vers le nord pour aller se soigner ou bien pour aller mourir pose justement la question de ce transhumanisme, de ce transhumain, de ce post-humain qui devrait et qui doit normalement, vu la logique, du point de vue logique, il ne s'agit pas de subjectivité, du point de vue logique, du fonctionnement de ces systèmes tels qu'on les constate depuis plusieurs années, plusieurs décennies, les intéresse plus particulièrement, ceux qui vont vers le nord. Et il va y avoir donc, se pose donc la question de l'inégalité, lesquels ne pourront pas bénéficier de cette augmentation de la vie par la médecine, par la technologie, par l'informatique, par la robotique, par l'intelligence artificielle. Est-ce que ce ne seront pas les mêmes? Est-ce que cela ne va pas accroître les inégalités? C'est une question que je pose qui pourra être mise en débat tout à l'heure. Mais dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est celui qui renvoie à l'intervention d'Aurélie tout à l'heure. La question du transhumain symbolique, ou qui renvoie à l'imaginaire. Et il renvoie à à certaines figures, la figure de l'homme animal, la figure de l'homme panthère, l'homme crocodile, qui sont des figures marquantes, en tout cas en ce qui concerne les sociétés subsahariennes, les mondes subsahariens. Ces figures existent. Ces figures font partie des imaginaires sociaux, donc de la société. Et ce ne sont pas forcément des figures positives, parce que l'homme crocodile, autant il bénéficie d'un supplément de vie, un supplément de force, un supplément d'intelligence, autant il est un danger pour les autres. Il vit de la vie des autres. Il en est ainsi aussi de l'homme panthère, l'homme léopard. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, roi du Zaïre, en fait, je voulais dire le président fondateur de MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, au Zaïre, qui était sa création, affectionnait donc ce symbolisme du léopard. Mais le léopard, c'est un prédateur, c'est un dangereux prédateur, et un chef d'État qui se dit lui-même être en mesure de toujours être victorieux, toujours vivre au-delà de la vie. Et porter donc ce symbole du léopard, ça renvoie à cette dangerosité du transhumain et même du post-humain. Donc, je voulais souligner ces deux aspects, l'aspect symbolique qui renvoie aux imaginaires sociaux que je viens de dire, et puis l'aspect tout simplement social, de qui a droit à la vie ennemie de manière logique, de manière sociale, selon le fonctionnement de nos sociétés, et qui n'y a pas droit. Donc, je vais passer la parole au premier intervenant qui va traiter directement de la question, c'est Jean-Louis Correa. À toi la parole, s'il te plaît. Partager avec eux quelques réflexions sur le sujet de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et des nouveaux fondements des sciences sociales en contexte africain. Les premières questions qu'on devrait se poser, c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi le transhumanisme, etc. Et le président, le modérateur, a dit quelques mots sur cela. L'intelligence artificielle, de façon brève, c'est la capacité de la machine à apprendre. Voilà, c'est la capacité de la machine à apprendre. On reviendra tout à l'heure sur ça. Et quant au transhumanisme, on peut dire que c'est un mouvement culturel, scientifique, qui compte s'appuyer justement sur la technologie, sur l'informatique,
pour augmenter les capacités de l'homme et également passer, comme le disait tout à l'heure professeur, passer à un homme augmenté. Je pense que le maître mot de ce que l'on dira tout à l'heure, c'est vraiment augmenter. Et Catherine Malabou, dans les Métamorphoses de l'intelligence, parlait justement de cette capacité-là de la machine à faire entrer l'homme non pas dans l'immortalité, mais dans l'immortalité, c'est-à-dire la vie sans mort. Et donc, on va parler de ça, on va parler de l'intelligence artificielle dans sa capacité à favoriser cette forme d'immortalité, mais également en nous appuyant un peu sur ce que le professeur Mamadou Diouf nous a rappelé hier, et Féluid Sarr également, en nous appuyant sur les travaux de Mudimbe dans l'odeur du Père, essayer de voir comment renouveler un peu les fondements des sciences sociales pour une réponse à ces problématiques de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Parce que ces sciences sociales, comme nous les vivons en tant que juristes, et nous allons le voir, j'estime que la seule réponse à ce phénomène-là de transhumanisme et d'intelligence artificielle ne peut pas, en contexte africain, être le droit seul et qu'il faut aller interroger d'autres sciences sociales en nous appuyant sur les propositions qui sont ici faites par Mudimbe. Un peu de revenir sur le contexte. On va revenir un peu sur un contexte pour l'intelligence artificielle en rappelant le rôle de l'imaginaire, comme disait Patrice Correa tout à l'heure, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Je vais rappeler deux productions cinématographiques d'Hollywood. D'abord, je vais rappeler le film de Stanley Kubrick, 1968, 2021, l'Odyssée de l'espace, avec HAL, cette entité-là, qui était capable de choisir, pour continuer sa mission, qui était capable de choisir d'éliminer un être humain. Mais plus récemment, on peut rappeler, 2013, Spike Jonze, avec son film Her. Spike Jonze, son film Her, et dans le film Her de Spike Jonze en 2013, on se rappelle tous de Samantha, hein, cette voix d'intelligence artificielle qui avait mis son grappin sur ce journaliste désœuvré, et une relation d'amour s'en est suivie entre ce journaliste et cette voix, Samantha, qui était incarnée justement par Scarlett Johansson. Hollywood ne fait ici que reprendre des travaux et une tendance que l'on avait déjà constatée au niveau universitaire, au niveau de Stanford, avec deux laboratoires qui, dans les années 50, commençaient à réfléchir à cette problématique du rapport entre l'informatique et la société. Parce que le vrai problème qui se pose ici, c'est le rapport entre l'informatique et la société. Et donc, deux grands chercheurs américains, McCarthy et Engelbart, vont poser ces bases de ce rapport entre l'informatique et la société. Pour McCarthy, l'informatique doit servir à augmenter les capacités de calcul de l'ordinateur pour justement créer un ordinateur capable de supplanter l'homme et surtout de remplacer l'homme. Pour, par contre, Engelbart, l'ordinateur est une prothèse que l'homme doit utiliser pour augmenter ses capacités. Donc, on en arrive à deux intelligences ou deux compréhensions de l'intelligence artificielle. La compréhension de McCarthy, qui dit l'intelligence artificielle, c'est pour augmenter les capacités de calcul de l'ordinateur et pour l'ordinateur. Et Engelbart, qui va dire l'intelligence artificielle, c'est uniquement une prothèse qui permet à l'homme de gagner en intelligence, en rapidité, en réflexivité, etc. Je dois dire qu'à la pratique, c'est la conception de Engelbart qui est la conception que l'on a actuellement. Mais à côté de ça, il y a toujours ce fantasme de l'ordinateur qui va remplacer l'humain. Il y a toujours ce fantasme. D'où les quelques questionnements que nous allons soulever ici. Est-ce que la machine peut dépasser l'homme? Est-ce que la machine peut dépasser l'homme? Est-ce que grâce aux performances de calcul de la machine, on serait ou on entrerait dans un règne d'humanoïde?
d'humanoïdes mi-homme, mi-machine, et surtout comment s'appuyer sur les sciences sociales afin de réguler ce risque transhumaniste. Comment réguler le risque transhumaniste en s'appuyant sur les sciences sociales et notamment comment éviter de laisser cette prérogative de régulation du risque transhumaniste, comment éviter de laisser cela sous l'emprise unique de la loi. Et donc il y a ces deux conceptions sur lesquelles nous allons discuter rapidement. Donc soit l'informatique permet de découpler les capacités de calcul de l'homme et de le rendre plus intelligent, soit elle a pour fin de remplacer l'homme. Voilà les deux entendements que l'on peut avoir. Et donc on s'interroge sur l'homme du futur et on s'interroge également sur le futur de l'homme. Deux préoccupations donc qui sont très angoissantes, l'une et l'autre, mais on conviendra que la première est plus angoissante que la seconde. L'homme du futur, ce serait justement un super-humain. Ce serait un automate parlant, raisonnant et qui est capable de prendre en compte son environnement pour justement proposer une réponse aux problématiques. Et je rappellerai ici une expérience qui est en cours à l'université, pas à l'université de Lausanne, mais à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est le Blue Brain Project. Et le Blue Brain Project est un projet de cerveau sur lequel les chercheurs travaillent, et un cerveau artificiel qui a exactement les mêmes capacités que le cerveau humain et qui peut justement prendre en compte cette question de l'épigénétique. Et le projet Blue Brain Project est en train de bien avancer et je vous renvoie justement au livre de Catherine Malabou sur les métamorphoses de l'intelligence où la philosophe française explique justement cet enjeu-là de la métamorphose de l'intelligence avec ce projet Blue Brain Project. Donc c'est cette hantise-là, cette angoisse-là qui nous prend lorsque l'on voit que certains projets avancent et permettent à la machine de ne pas seulement être dans ce rapport classique que l'on connaît de l'ordinateur, c'est-à-dire la programmation derrière, in-out, qui répond, etc. Mais là, la machine pourra prendre en compte l'environnement qui l'entoure afin d'apporter la réponse qu'il faut. Après cela, on va rapidement parler du futur de l'homme. Quel est donc le futur? Quel est notre futur? Je vais ici reprendre un peu mes habits de juriste en partageant avec vous un travail. Il y a deux entendements. D'abord, le futur de l'homme dans son rapport avec la machine. Si vous voyez cette image, on vous dit l'homme doit quand même dominer la machine. C'est lui qui décide, c'est lui qui demande à la machine tais-toi, arrête-toi, etc. En 2000, il y a un auteur américain encore, Lawrence Lessig, qui a écrit dans le Harvard Law Review un article célèbre qui s'appelle Code is Law. Et dans Code is Law, Lessig nous dit que le code informatique s'impose à la régulation juridique. Le code informatique s'impose à la régulation juridique et c'est le code informatique qui décide de ce que l'on fait, de ce qui est possible, de ce qui est permis, alors que ça aurait dû être le contraire. C'est pourquoi on dit de plus en plus non, ce n'est pas code is law, mais c'est law is code. Voilà, c'est law is code, mais non code is law. Et donc, comme le rappelait tout à l'heure ce matin Felwine, il y a une nécessité, même sur cette question, d'avoir une approche d'écologie politique, etc., pour voir comment prendre différemment en compte. Et donc, mon propos aujourd'hui, là où ma réflexion est en cours, c'est comment procéder à une autre régulation de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, en ne se fondant pas seulement sur la question du droit, en inversant la proposition
de l'ESIC, mais plutôt de voir comment on peut arriver à un décloisonnement de la réflexion sur cette question. Et décloisonnement de la réflexion, rapidement, c'est de convoquer l'éthique et également d'interroger l'ontologie des usages de l'intelligence artificielle. Parce que dans notre pays, dans notre continent, la question de l'usage doit être interrogée pour organiser la régulation de l'intelligence artificielle. Également, il y a quelques réflexions qui doivent être menées du point de vue de la culture de ces usages-là. Et ce n'est pas seulement, comme je disais, une question uniquement juridique. On n'a pas le temps, mais l'aide et l'appui des travaux de Mudimbe sur les fondements des sciences sociales en Afrique, je pense, peuvent ici être d'un apport certain pour avancer sur cette réflexion pour décloisonner un peu la réflexion, excusez-moi la répétition sur la question. L'action, pour terminer, Président, rapidement, c'est d'abord une absence de politique nationale de l'intelligence artificielle. Avec quelques collègues, et nous sommes en train de travailler sur une définition d'une politique nationale de l'intelligence artificielle. Mais également, on peut dire qu'il y a une absence de politique africaine de l'intelligence artificielle. Et on peut même remonter jusqu'aux données personnelles. Autant au niveau européen, on peut constater l'existence du RGPD, autant en Afrique, au niveau de l'Union africaine, il n'y a rien sur la question des données à caractère personnel, à part quelques petits textes, et également sur l'intelligence artificielle, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose. Donc il y a nécessité de aussi bien décloisonner la réflexion que de décloisonner l'action sur cette question relative aux données à l'intelligence artificielle et au transhumanisme. Monsieur le Président, je vous remercie. Vous comprendrez que c'est une réflexion qui est en cours et les interventions des uns et des autres nous permettront d'affiner le propos d'aujourd'hui. Merci. Bien, merci beaucoup. Ça sonne mal, hein, l'homme nouveau, ça renvoie à quelque chose qui a existé et qui a fait très très mal aux sociétés occidentales, ou disons aux sociétés européennes, y compris aussi aux sociétés africaines. L'homme nouveau, il fallait créer un homme nouveau, mais il n'était pas attendu du point de vue technologique, mais plutôt idéologique. Et on voit les dégâts que cela a fait dans l'ancienne Union soviétique et ailleurs. Donc, merci beaucoup. Et je vais passer la parole. Elle est où? Ok, allez, Aurélie, à vous la parole. Je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais aborder pêle-mêle dans cette communication l'incarnation du transhumanisme des imaginaires, donc comme l'a rappelé M. Tonda tout à l'heure, au sens vraiment du plus qu'humain, avec notamment l'homme-animal, autant dans les figures populaires issues du folklore sénégalais, donc les Simbes ou Folions, que dans les poèmes et romans des écrivaines et écrivains sénégalais contemporains, en particulier à travers des figures que l'on pourrait qualifier comme relevant de l'animisme. Je ferai également un petit détour par l'utilisation des technologies par les danseurs de Sabar aujourd'hui et pendant la pandémie de Covid. Ouais. Alors, c'est où? En fait, j'ai besoin... Ok. Donc, le fait qu'il n'y ait que très peu de scènes artistiques au Sénégal, au sens de plateau, dans un bâtiment fermé, enfin, du moins réservé aux arts vivants, n'empêche pas l'art d'exister au Sénégal, et il est là en particulier dans la rue. Donc les Folions ou Simbes sont des spectacles qui sont destinés aux enfants. C'est un mélange de danse, de comédie, de cirque, et donc il y a les musiciens qui sont des batteurs, des musiciens de Sabar. En fait, c'est les traducteurs, pardon, qui m'ont...
Et les performeurs sont des danseurs, donc déguisés en lions, qui font à la fois peur aux enfants, qui mènent une intrigue, font des acrobaties et des chorégraphies. Mais aussi d'autres figures auxquelles on ne porte pas assez attention sont présentes. Le tigre, la lionne, le rat. Le rat en particulier est un véritable animal symbole, une forme de transhumanisme inversé, on pourrait dire, puisque finalement, en tout cas dans les spectacles qui m'ont été donnés à voir, puisqu'il s'agit d'un homme au physique peu commun, atrophié, portant des attributs, on pourrait dire des performances de genre au sens de Judith Butler, une jupe, du maquillage, et ici très clairement finalement la figure de l'homme fort et viril est renvoyée au lion, tandis qu'un homme différent des formes de masculinité en vigueur est rattaché à un animal parasite et à une femme, donc sous-homme par excellence. Les spectacles de faux lions sont des spectacles où se jouent des codes de genre et de différence, donc il y a aussi parfois des hommes-femmes ou des lionnes interprétés par des hommes. Je n'ai pas le temps de vous parler aussi de la figure du Gorgigan qui existait il y a quelques années dans les spectacles aussi au Sénégal. Je vais vous montrer juste... Alors, ouais, est-ce qu'on peut mettre un peu... C'est juste pour vous montrer à quoi ressemblent les faux lions. Oui, oui, vas-y. Il n'y a pas le son ? Bon, en tout cas, vous voyez à quoi ressemblent les faux lions, même s'il n'y a pas le son. Donc les lions vont demander de l'argent au public sous réserve de faire encore plus peur. Il s'agit d'un réel spectacle dans lequel le danseur, derrière son maquillage, prend une forme non humaine. Et sur le point de la structuration de l'espace, c'est vraiment un lieu intéressant car on a l'impression de rentrer dans un autre univers alors qu'on est dans la rue finalement, mais la rue est bâchée avec des draps, on achète les tickets à l'entrée, etc. Donc les faux lions finalement vont marquer l'instant de rêverie où l'homme se transforme en animal et où l'animal fait partie de notre écosystème. Il agit avec nous, il agit sur et avec nos peurs, nos désirs. De plus, les faux lions vont incarner ce transhumanisme dans la mesure où ils sont des créatures augmentées, ni homme ni animal ou mi-homme, mi-animal, mais puisant des forces des deux entités, performant la puissance grâce au son des tambours sabars et à la danse acrobatique, beaucoup plus agonistique que dans les autres espaces de sabar. Donc là, on voit que l'espace dans l'art et l'espace de l'art sont des constructions éphémères. Et il s'agit de créer l'illusion d'un espace de spectacle, donc dans le lieu commun et banal de la rue. Pour faire vite, alors que la figure du Gorgigan permet de dépasser les frontières de genre, il est quasiment évincé socialement aujourd'hui. Je vous renvoie notamment au livre de... Enfin, c'est un roman de Mohamed Bongassar qui s'appelle De purs hommes, où on voit la difficulté de cette figure-là, renvoyée à une homosexualité trompeusement finalement associée à l'Occident. Ainsi, ces figures trans ou méso-humaines qui évoluent en Afrique sont paradoxalement renvoyées à la mondialisation et rejetées sous une justification religieuse. Alors, je passe à la deuxième partie. Donc là, je vais parler des danseurs de sabar qui finalement étaient habitués à une mobilité nationale ou transnationale. Et notamment, en particulier avec l'épidémie de Covid, ont dû se réinventer dans de nouveaux espaces, donc que ce soit les parcs, les plateformes Zoom. Et du coup, alors que danser implique le corps, la retransmission de sensations, là, on voit que la danse en ligne est une danse très frontale, qui n'est pas du tout en 4 dimensions. Les mouvements doivent être grands pour être perçus à travers un écran. Les déplacements, de fait, sont très limités. Et ici, l'homme est à la fois contraint par la machine, mais elle lui permet aussi d'ouvrir ces espaces de diffusion vers de nouveaux publics, défiant les barrières frontalières. Au travers des cours donnés en ligne, naît une nouvelle économie de la danse, d'une part, et des nouvelles formes de transmission de la danse, d'autre part. Autant pour les danseurs particuliers que les institutions, puisqu'on a vu que l'école des sables faisait de même. Donc la didactique est repensée à l'aune de ce qu'impose la pandémie, que la distance soit physique dans une salle de danse ou à distance.
De plus, la façon de filmer, de poser la caméra, qui va être souvent, par exemple, en contre-plongée, de monter avec une vitesse plus rapide, ou encore l'utilisation de filtres, notamment avec TikTok, Snapchat, etc. Donc tous ces jeux de l'informatique permettent de transformer et d'augmenter les corps dansants. Au-delà d'une mise à distance des habitudes du danseur et de sa gestuelle, nous observons un travail d'identité à travers l'observation de la communication de ce que le danseur vend, situé à la fois dans un ici et un là-bas, donc avec les affiches, les vidéos, les newsletters sur les réseaux sociaux, mais également à travers l'idiolecte religieux, avec les nombreuses références à Serine Touba notamment, ou au port de vêtements Baïfal. Donc les réseaux sociaux permettent aussi de modifier le temps, puisque des vidéos anciennes sont rediffusées pour ne pas cesser d'exister. Donc alors que les intelligences artificielles tendent vers un exo-humain, la perspective transhumanisme à travers une vision animiste permet au contraire une vision qui permet de retrouver de l'humanité, de garder le contact avec ceux et celles qui ne sont plus, développer l'acuité de son intuition, de notre inscription avec la biodiversité. Donc là, ça me fait... Non. Voilà. Donc là, je passe à la troisième partie de ma communication. Oui, donc le transhumanisme à travers l'étude de la littérature sénégalaise contemporaine. Donc ce que nous apprennent les récits de Fatou Diom dans Les Veilleurs de Sangomar ou de Birago Diop à la lecture de son poème L'heure et lueur, c'est bien que les morts ne sont morts que lorsqu'ils n'existent plus ni dans les cœurs ni dans les mémoires. Donc on retrouve cette analyse faite par la philosophe Vinciane Després dans son ouvrage Au bonheur des morts. Et finalement, tout se passe comme si les morts interagissent, mais dans l'ombre d'une personne qui les porte. C'est là où se situe leur puissance d'agir et leur faiblesse, c'est-à-dire que sans le média du vivant, tout se passe comme si le mort n'existe plus. La force du récit et partant de la pensée animiste, c'est qu'il montre la façon dont les vivants éprouvent les disparus, qui n'ont finalement que peu disparu. Donc les récits cités montrent la présence quotidienne dans la vie des vivants de ceux qui n'ont plus leur enveloppe charnelle, et la pensée animiste prend en compte dans son récit spirituel celles et ceux que l'on appelle désormais ancêtres et que Birago Diop a su si magnifiquement honorer. Donc parfois c'est au travers d'un animal, parfois au travers d'une plante, que les ancêtres se révèlent et agissent. Les femmes dans ces romans sénégalais répondent à l'idée transhumaniste de l'amélioration des capacités sensorielles et cognitives, mais pas au travers d'un artefact technologique. Il s'agit d'un don, d'un apprentissage, voire d'une cooptation élective. D'ailleurs, vaincre la vieillesse n'est pas ici recherché, puisque vieillir est même perçu comme l'accomplissement de l'humain, ici. L'humain le plus performant, en tout cas en termes de savoir, de sagesse, de capacité à ordonnancer, à agencer les relations autour. Donc ici, le corps vieux, biologique, n'est pas associé à la fragilité, mais bien à la puissance d'agir. En ce sens, nous pouvons nous rapprocher de ce que Fabienne Martin-Juchat appelle la nouvelle combinatoire des formes élémentaires de l'animisme. Donc elle souligne que la technologie ne fait paradoxalement que renforcer le besoin d'animistes. Dans l'ouvrage La porte du voyage sans retour de David Diop, les figures féminines marquent le pouvoir des femmes, qui sont appelées parfois sorcières, faisant le lien entre le vivant et non-vivant, entre humain et non-humain, comme Tituba, comme chez Maryse Condé. Donc il s'agit d'une transmission de savoir de femme à femme, et plus précisément d'une vieille femme à une jeune femme. Et on retrouve finalement cette identité de la femme sorcière et possédant des pouvoirs, et surtout un savoir et un savoir-faire, notamment en lien avec la nature, dans les écrits de Silvia Federici traitant des sorcières en Europe au Moyen-Âge. En ce sens, on pourrait aujourd'hui voir ces personnages à travers un prisme écoféministe. Encore une fois, avec Fatou Diom, c'est une femme assez... C'est terminé ? Ok, donc juste, Donc ces corps mystiques et magiques permettent de penser le corps féminin comme puissant, de voir une perspective transhumaniste au-delà de l'augmentation technologique uniquement, de penser l'animisme comme des êtres vivants augmentés et de percevoir au-delà des 5 sens une polysensorialité. Et finalement, cette polysensorialité que nous retenons dans une analyse transhumaniste en Afrique, alors que l'être humain augmenté induit souvent une diminution du sensible. Donc
On va dire que là, j'ai pas eu le temps de laisser ça. Mais je pense que vous avez dit l'essentiel. Hein, on verra tout à l'heure dans les réactions de la salle, les questions qui vous seront adressées. Ce qui me paraît intéressant dans l'exposé d'Aurélie, c'est cette idée, entre autres, hein, selon laquelle la technologie renforce le besoin d'animisme. Donc il y aurait un couple assez complice entre la technologie qui est censée désenchanter le monde et l'animisme qui est là pour enchanter le monde. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se souhaite, c'est-à-dire que devant les catastrophes projetées et liées à l'anthropocène, EN ou AN, évidemment, l'animisme semble être la solution. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous avez dit, et surtout cette mise en spectacle de ce rapport entre l'humain et le non-humain, les morts et les vivants, et cette relation, ce commerce entre les morts et les vivants et les hommes et les animaux, finalement, c'est ce qui se vit dans le rêve. Le rêve, c'est ce moment, ce temps où nous rencontrons ceux qui sont morts et nous avons un commerce amoureux, intellectuel, sociétal avec eux. Et nous y croyons fermement. Nous avons l'impression qu'effectivement, nous sommes en face des êtres de chair et de sang avec lesquels nous sommes en relation. Évidemment, cela se dissipe au réveil. Peut-être que l'animisme, contrairement à ce qu'il est censé être, va peut-être constituer le réveil face à la situation catastrophique qui nous guette. Alors, je vais maintenant passer la parole à Georges Yenga, qui va nous conter une histoire compliquée. Ok, très bien. Merci beaucoup de me passer la parole. Je tiens à remercier le président et les organisateurs d'être ici. Compte tenu du temps qui fait défaut, je vais aller très rapidement. D'abord, cette communication est tirée d'une recherche postdoctorale que je mène au sein du programme Région 2050, coordonné par Achille Mbembe et hébergé au West Institute for Social and Economic Research de l'Université du Witwatersrand en Afrique du Sud. Au sein de ce programme, je suis membre du cluster African Technoscape que coordonne Richard Rothenberg et dont le but est d'examiner la coproduction des technologies et des ordres spatiaux en Afrique. Une fois ce cadre présenté, je commencerai mon propos en soulignant le fait que les relations entre les humains et les drones peuvent être lues comme une histoire des sciences et des techniques sur un continent dont l'un des traits majeurs est d'être, et cela depuis la colonisation, un terrain d'expérimentation de politiques biomédicales et biotechnologiques. Ces politiques d'expérimentation remontent dans un premier temps à l'histoire impériale que documente Hélène Tilly dans son ouvrage African as a Living Laboratory, publié en 2011. Et dans un deuxième temps, elles se poursuivent dans le contexte de la gestion des crises postcoloniales que Richard Rothenberg analyse à travers le concept d'expérimentalité ou gouvernement par exception, qui consiste à profiter de situations de crise marquées par l'urgence pour conduire des essais scientifiques suivant des protocoles accélérés sous couvert des interventions humanitaires. Alors, parmi les champs d'expérimentation possibles, celui de la santé se distingue particulièrement en ce sens qu'il porte directement sur le corps et la vie des individus. Béatrice José-Couturier fait le même constat lorsqu'elle souligne que la médecine, le complexe biomédical qui hérite aujourd'hui progressivement du projet politique philosophique moderne de perfectibilité. En réalité, les expérimentations dans le monde médical sont généralement présentées comme relevant des innovations visant à sauver des vies menacées, à réparer des corps endommagés
et à permettre à l'ensemble, n'est-ce pas, de la société d'avoir accès à de meilleurs soins de santé. Elles sont l'expression d'un biopouvoir qui définit une politique de bonne vie en termes d'optimisation de la qualité de vie biologique, selon l'expression de Michel Foucault. Cette politique de bonne vie est au fondement d'une vision transhumaniste moderne, portée par des figures telles que Raymond Kurzweil aux États-Unis et qui considère que des efforts doivent être faits pour accélérer l'évolution de l'humain, ses performances physiques et mentales. Alors, si dans les récits transhumanistes, l'on décrit généralement des expériences où des artefacts biotechnologiques sont incorporés à l'humain pour corriger un aspect organique ou pour accroître ses capacités biologiques, il faut tout aussi tenir compte de ce que cette philosophie charrie dans ce mouvement, des assemblages technoscientifiques qui, bien que n'étant pas toujours directement incorporés dans les corps de l'humain, dans le corps de l'humain, participent à travers le paysage créé à l'utopie transhumaniste. Pris dans ce sens, toute technologie participant à l'amélioration des conditions de vie des humains participe du mouvement transhumaniste. Dans mon étude, les assemblages évoqués sont la datafication, une sorte d'extractivisme de données permettant la production des big data, et la télédétection qui permet l'acquisition des informations sur l'espace ou sur les objets grâce à des technologies pilotées à distance à l'instar des satellites et des drones. En effet, pour appréhender les traits du transhumanisme en Afrique, j'ai fait le choix de m'intéresser aux drones médicaux récemment adoptés un peu partout par les gouvernements pour améliorer leur système de santé. En le faisant, je questionne les imaginaires futurs de soins de santé dont est portée cette technopolitique et j'essaie de produire un discours critique sur l'utilisation des drones médicaux. C'est la raison pour laquelle j'ai mené une enquête de terrain à Accra, au Ghana, de mai à septembre 2021, auprès du ministère de la Santé, auprès des hôpitaux d'Apedjoa, de New Tafo et de Nyameko, auprès du Ngushi Memorial Institute for Medical Research, le plus grand laboratoire d'analyse médicale au Ghana, auprès de l'autorité ghanéenne de l'aviation civile, et enfin auprès des Zipline, l'entreprise américaine qui déploie le plus vaste réseau de drones au monde. Comme vous le voyez, depuis 2019, le gouvernement du Ghana a adopté les drones de l'entreprise américaine Zipline pour livrer des produits médicaux d'urgence, des médicaments, vaccins, échantillons biologiques, etc. Au sein des établissements de santé situés dans les localités reculées ou enclavées du pays. Je rappelle que le Ghana n'est pas le seul pays à adopter cette technologie. Des pays comme le Malawi, en 2014, le Rwanda, le Nigeria en 2021 et plus récemment la Côte d'Ivoire, le Kenya en 2022 adoptent progressivement des drones médicaux pour les politiques de santé. Au Ghana, Zipline a installé 4 centres de distribution et la semaine dernière, Zipline a annoncé avoir signé un accord avec le ministère de la Santé du Ghana pour étendre, n'est-ce pas, sa chaîne logistique à 4 centres de distribution supplémentaires, couvrant ainsi 24 millions de personnes, portant la couverture de l'entreprise à 90% de la population du pays. Avec la pandémie du Covid-19, le pouvoir ghanéen s'est tourné une fois de plus vers Zipline pour mettre sur pied des solutions de transport rapide des échantillons prélevés sur des individus dans les localités proches d'Accra et de Kumasi, les deux grandes villes du pays. L'objectif était d'acheminer des échantillons de tests Covid-19 auprès des laboratoires d'analyse. Alors que les camions parcourent les zones rurales pendant plusieurs heures pour collecter des tests dans plusieurs hôpitaux, l'utilisation des drones à partir de son centre de distribution de Monaco, situé à 68 km au nord d'Accra, réduit le délai de livraison et garantit la distribution des échantillons de tests Covid en moins d'une heure. Par la suite, Zipline a participé aux efforts de distribution du vaccin Covid dans ce pays, fournissant plus de 850 000 vaccins. Sur tout le continent, les opérations de Zipline témoignent de la manière dont la logistique instantanée peut fonctionner avec succès à grande échelle. Keller Renodo, son fondateur et PDG de Zipline, déclare que son entreprise travaille à l'avènement d'un monde dans lequel, où qu'il soit, chacun peut accéder instantanément aux produits dont il a besoin en appuyant simplement sur un bouton. En s'engageant en Afrique, Zipline s'est particulièrement distingué avec son slogan « Nous volons pour sauver des vies ». En anglais, c'est « Fly to save life ». Alors, ce slogan participe d'un utopisme des drones, où la technologie se substitue à la politique, devenant la solution à une série de problèmes liés à la préservation de la santé
et de la vie. Alors, cette innovation socio-technique nourrit des imaginaires de meilleurs soins de santé et ouvre un espace pour penser les relations entre l'humain et la technologie sur le continent. L'expérience des drones médicaux permet de voir comment, en fonction des domaines, le drone est redéployé pour servir non pas à prendre des vies, comme c'est le cas des drones militaires, mais pour améliorer les systèmes de santé. Le discours attribuant aux drones médicaux l'objectif de sauver des vies autorise à considérer cette technologie comme une liminarité transhumaniste, une sorte de rite de passage pour atteindre l'utopie d'un humain doté de capacités lui permettant de vaincre toutes sortes de vulnérabilités biologiques. Le fait que les hommes deviennent intimes avec les drones, qu'ils commencent à faire corps avec ceux-ci, que leur rapport devienne fusionnel, qu'ils commencent à se penser avec les drones conduit inévitablement à une reconception de soi en raison de l'utilisation de cette technologie. Comme le note d'ailleurs Béatrice, il s'agit à la fois de comprendre comment la technologie change notre quotidien et comment elle transforme notre nature humaine. Il n'y a rien de tel que l'humain nu sans la technologie. D'accord. Il n'y a rien de tel que l'humain nu sans la technologie. Alors, au Ghana, les individus savent désormais qu'en espace de 15 minutes, ils peuvent recevoir des soins de santé via des drones ainsi que sauver leur vie. Les efforts, en effet, la promotion des drones s'est souvent accompagnée de la construction comme problème public de la mauvaise qualité des routes et de la chaîne de froid des hôpitaux. En même temps, il y a aussi un usage stratégique de l'urgence, à comprendre ici comme un régime d'exception ou, pour aller plus loin, nous dirons comme un régime de gouvernance qui autorise, suivant une temporalité accélérée, des interventions en contexte de crise. En ce sens, la nature déréglementée des États africains en ce qui concerne l'utilisation de certaines technologies offre un environnement propice et attractif pour des entreprises technologiques et médicales, comme nous le montre l'exemple des Zipline. Et je termine là. Cette situation nous conduit nécessairement à poser un regard plus critique sur le déploiement d'une technologie que ces promoteurs présentent comme une solution aux problèmes de santé en Afrique. D'abord, on constate que le recours à une société privée étrangère, ici Zipline par le gouvernement du Ghana, pour construire un système de santé intégré, participe d'une externalisation d'un segment de la chaîne logistique et ce faisant nourrir le processus de privatisation de l'État, caractéristique de la mondialisation néolibérale. Et pour terminer, le fait que cette entreprise étrangère a un accès considérable aux données du système de santé du pays soulève des débats autour de la souveraineté de l'État au Ghana. De telles données sont d'une importance cruciale parce qu'elles peuvent servir, nous savons, à l'industrie pharmaceutique en raison de ce qu'elles renseignent largement sur le marché de la santé des Ghanéens. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, vraiment, Georges, pour cet exposé brillant, comme évidemment les deux premiers.